les événements qui ont eu lieu les jours passés, et pas seulement que le samedi d'ailleurs à Paris, mais dans toute la France où on voit un effet contagion qui a des raisons de nous faire nous inquiéter pour les événements de samedi à venir. Puis si vous parlez de moyens, il y a plusieurs sortes de moyens, les moyens matériels qui ont toujours fait défaut dans une institution qui s'est paupérisée, et c'est pas en 3 jours que tout cela va être réglé. Donc là la question c'est celle de l'urgence de la situation et de ce qu'on va pouvoir faire samedi. Mais là on est aussi dans les moyens qu'on nous donne en termes de feuilles de route et de façon de nous organiser face aux événements qui vont arriver. Concrètement, est-ce qu'il y a des renforts en hommes? Après on parlera du matériel, mais d'abord est-ce que vous avez plus d'hommes sur le terrain que samedi dernier? Il y en aura vraisemblablement plus parce que le ministère de l'Intérieur est en train de plancher sur le dispositif, mais nous n'avons pas encore la composition exacte du dispositif. Mais samedi, tout ne se fera pas par rapport au nombre de personnes pour régler les problèmes auxquels nous allons faire face. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons avoir, pour parler clairement, des scènes de violence urbaine. On n'est pas dans une situation de maintien de l'ordre où on prévoyait, comme avant, un dispositif classique pour juguler d'éventuels débordements. Là, on est dans un phénomène qui d'abord a pris plusieurs formes, plusieurs versions. On ne sait pas où ça va se passer, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont venir, on ne sait pas nous-mêmes comment on va s'organiser face à ça, et on sait qu'il va falloir avoir une stratégie d'adaptation. Et puis, il va falloir savoir quelles sont les consignes qui sont données. Alors, le ministre a été assez clair avec nous quand on est allé le voir. Il a parlé de plus de mobilité, c'est ce qu'on souhaitait, d'aller au contact plus tôt, et il va falloir être précis sur ce que c'est d'aller au contact quand on est policier. Et puis ensuite, il va falloir garder son sang-froid pour essayer de neutraliser un maximum dans les règles de droit les auteurs d'exactions. Neutraliser dans les règles de droit, ça veut dire ne pas ouvrir le feu, éviter qu'il y ait des victimes de part et d'autre? Ça, l'ouverture du feu, c'est à la fois ce qui fait peur à tout le monde et c'est totalement inconcevable. On est des forces de l'ordre républicaines dans une démocratie. S'il devait y avoir ouverture du feu, ce qui est la crainte que tout le monde redoute, aussi bien dans les rangs des forces de l'ordre que chez les manifestants, elle ne peut se faire que dans des conditions strictes de la légitime défense. Et la légitime défense, je pense même qu'on peut évacuer celle des biens, parce qu'il va falloir accepter le fait que les biens fassent l'objet d'exactions, et on parle des personnes. Voilà. Si ça devait arriver, ce sera le drame absolu, mais il y a des règles parfaitement claires. Le maintien de l'ordre, les violences urbaines, ça se traite avec des stratégies, avec des armes non létales, avec des interpellations, mais évidemment pas avec l'ouverture du feu. Dernière question sur le matériel, je vous passe la parole ensuite. Est-ce que vous avez plus de matériel? On avait un syndicat de police cette semaine qui nous disait qu'il manquait des jambières, il manquait des casques, il manquait des munitions tout simplement. Est-ce que vous aurez le matériel nécessaire vendredi soir pour affronter le week-end qui arrive? Il est fort probable qu'au vu du nombre d'effectifs qui vont être mobilisés, certains d'entre eux vont être engagés avec du matériel qui ne sera pas adéquat. Certains policiers vont se retrouver avec des casques désuets, certains sans protection jambes ou bras. Sans doute y aura-t-il un problème de munitions quand on voit les stocks qui ont été utilisés samedi dernier. Il est fort à parier qu'il y aura peut-être des difficultés sur ce sujet-là. Il ne faut pas non plus en faire une perspective ou une prévision. Le ministère planche sur sa copie, mais c'est pas en 3 jours qu'on rachète des équipements de protection à tous les policiers quand ils n'en ont pas. Et on est mercredi soir et tout ça se passera samedi, Guillaume Durand? C'était simplement une question à David Lebars. On a parlé de 10 000 grenades qui ont été jetées, donc ça veut dire qu'il y a un stock suffisant. Et deuxièmement, est-ce que vous avez entendu parler du fait que les bâtiments publics seraient protégés par l'armée pour que tous ceux qui sont policiers puissent se consacrer justement à ceux qui seront dans la rue et qui seront violents? Est-ce que c'est étudié par le gouvernement actuellement? Oui, alors sur les stocks de grenades, je vous le confirme, les chiffres, c'est même au-dessus de 10 000, si on fait le cumul de toutes les munitions qui peuvent être utilisées en maintien de l'ordre. A priori, le ministère de l'Intérieur est rassurant sur les stocks pour que les policiers puissent avoir les moyens de se défendre ou de défendre les territoires qu'on leur assigne. Sur la deuxième question, vous m'excusez. Les militaires. Oui, alors sur les militaires. Est-ce qu'il y aura des militaires déployés? Pas pour qu'ils interviennent, mais pour qu'ils gardent les bâtiments publics. La question est à l'étude, on est plusieurs à l'avoir demandé, dans un seul axe, tout ce qui peut libérer les effectifs de police, tenus ou civils, pour maintenir l'ordre républicain en ville, sera profitable. Si ça passe par l'assignation de militaires pour garder des bâtiments, on y est favorable. La question c'est quid d'une attaque d'un bâtiment gardé par des militaires qui ne fonctionne que en technique de guerre, puisque ce sont des militaires avec des armes létales, ça n'est pas des militaires de répondre à des attaques de bâtiments publics. Donc il va falloir imaginer un système mixte. Alors, on va écouter Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, hier, lorsqu'il s'est exprimé à l'Assemblée. Aucune revendication juste et légitime ne doit être tue. Aucune ne peut justifier la violence et la volonté de tuer. Parce que ce à quoi nous avons eu affaire, c'est aussi la volonté de tuer et de tuer nos forces de l'ordre. Les policiers ont peur encore une fois, ces mouvements de violence. Ils ont peur pour leur vie, à eux. Et les policiers qui vont être engagés samedi, et pour une bonne partie d'entre eux qui ont été engagés déjà samedi dernier et les nombreux jours d'avant. Certains ont reçu de l'acide.
des bouteilles d'acide. Certains ont reçu des tirs de boulon en tir tendu et sans doute avec des lances projectiles en tout genre. Ils ont trouvé des bombes artisanales. Ils ont subi des jets de pavés, vous avez vu les images. Un policier, comme je l'ai dit sur plusieurs plateaux, c'est un père de famille, c'est une mère de famille. Samedi, l'engagement des forces a des raisons, on a des raisons de penser d'être stressé pour arriver sur un service comme ça. Enfin, moi, je suis sur votre plateau, je le ressens déjà en étant servi depuis peu des services actifs. Ceux qui y sont ont des raisons d'être fatigués, d'être stressés. Guillaume Oui, Tabar. je fais une question qui est purement symbolique, mais dans cette période un peu trouble, les symboles ça compte aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est dans ce moment où il n'y a plus aucune autorité qui est respectée, où la parole politique n'a plus aucun crédit ni rien. Ce qui subsiste en ce moment, c'est malgré tout non seulement le respect, mais l'admiration et, je dirais presque, j'allais dire, l'affection, en tout cas l'adhésion de la population aux forces de l'ordre. Mais quelque chose qui m'a frappé lors du débat parlementaire, ou le moins qu'on puisse dire, c'est que entre les partis, on ne fait pas de cadeaux, c'est que au moment où Édouard Philippe, par ailleurs critiqué sur tous les bancs, a rendu hommage aux forces de police, toute l'Assemblée, sauf, faut quand même préciser, sauf les Insoumis, se sont levés pour applaudir, du Front National au PS, sans distinction. Parce que je crois qu'ils exprimaient cette adhésion profonde et même, affective de la population à l'égard des forces de l'ordre. Et au moment où ils s'en prennent quand même plein la figure et où chacun voit bien que c'est difficile, y compris pour eux, à vivre, je pense que c'est un élément important pour eux. Alors après, il y a des critiques sur l'emploi des forces de l'ordre, des critiques sur la stratégie Castaner, sur ça c'est un autre débat, mais il y a au moins ce lien, et au moment où, une fois encore, plus rien ne semble respecté, etc. Oui, mais je pense que ce qui aujourd'hui, c'est aussi le fruit et l'héritage de ce moment unique, si j'ose dire, vécu lors des attentats, où le pays tout entier s'est senti représenté et défendu par les forces de l'ordre. David Lebars, c'est important de le rappeler aussi. cette solidarité de la population, vous la ressentez ou pas? Alors, je vais vous dire, moi je la ressens, mais je suis un observateur peut-être attentif. Les policiers, ils ont aussi le sentiment d'être les victimes d'une querelle politique majeure. Je l'ai souvent dit sur certains plateaux, il n'y a pas grand monde qui s'est lancé dans l'appel au calme, ou en tout cas des gens suffisamment crédibles pour le faire. Le ministre de l'Intérieur, samedi, ça va être le chef. C'est le chef des policiers. C'est pas à lui de le faire, ça va pas être audible. Les policiers, ils ont l'impression d'être le dernier rempart, ils en sont conscients, c'est notre mission, mais que samedi, c'est finalement eux qui vont se retrouver en situation de régler une crise qui n'est pas au niveau de leurs fonctions respectives. On est là pour maintenir de l'ordre, on est là pour garantir la sécurité des gens. Quand on imagine le degré de violence qui risque de s'abattre sur la capitale et sans doute ailleurs, en tirant les conclusions des samedis précédents, il y a des raisons quand même d'avoir quelques questionnements sur la façon dont les forces de l'ordre sont traitées. Les services de renseignement travaillent, ils ont quand même, vous dites qu'on ne sait pas, mais quand même ils doivent avoir une idée déjà de ce qui va se passer samedi, des mouvements, est-ce qu'il y aura des gens qui viendront et d'où et pour faire quoi? Vous n'avez pas du tout de remontée encore? Mais on les a, mais vous savez, là on est dans une guerre des nerfs et dans une stratégie où on va totalement changer de méthode. En face, on a différents mouvements. Je ne pense pas qu'on puisse encore parler des gilets jaunes. On a des mouvements de gilets jaunes au pluriel. Eux-mêmes ne savent pas d'ailleurs comment ça se passe. Et au sein des gilets jaunes, il y a plusieurs tendances. Moi j'écoute certains discours, enfin il ne faut pas être naïf et on les a vus agir. On voit bien que se dégagent quand même plusieurs orientations, et y compris des gens qui vont venir s'agréger sur le mouvement des gilets jaunes et qui vont sans doute venir encore piller les rues de la capitale. On ne reboucle pas les Champs-Élysées comme samedi dernier, et c'est une autre stratégie. A priori, je crois qu'on peut tirer les conclusions d'un... Non, mais je crois qu'il faut être honnête, dispositif Ça n'a servi à rien. espérant faire Ça n'a pas rentrer donné de résultat. des mouvements de manifestants qui souhaitent aller là où ils veulent. Je crois qu'il faut arrêter sur ce... Karine Zeribi, quand on entend ce que dit David Lebars. Moi, je suis passé par la place Beauvau, donc il y a 2 décennies au moins, et je suis très attaché à cette maison, mais je suis catastrophé d'entendre le discours des syndicats tout corps respectifs qui défilent sur nos plateaux et qui nous expliquent être insuffisamment dotés en ressources humaines, insuffisamment dotés en matériel, avec des consignes parfois pas très claires. Oui, c'est le dernier rempart, c'est le bouclier face au mécontentement de nos concitoyens. À chaque fois, j'ai presque envie de dire qu'ils sont le bouclier de l'incompétence politique dans sa capacité à comprendre la société, qu'ils en prennent plein la figure, ils mettent leur vie en danger. Quand on sait que là, ils vont faire office d'ordre public avec des casques du siècle dernier, on se dit mais c'est fou quoi, on parle de la France, nous sommes la France en 2018, et avoir une police républicaine aussi pauvre, aussi mal dotée, quelque part aussi peu respectée, c'est un peu effrayant. Oui, je comprends que le malaise s'ajoute au malaise, et effectivement je pense que encore une fois ce dernier rempart mérite le respect. Ces casseurs, ces pilleurs qui veulent faire du flic, qui veulent casser du flic, il y en a dans ces manifestations. Les gilets jaunes doivent s'en écarter. Les vrais gilets jaunes
doit s'en écarter. À un moment donné, quand l'appel à la responsabilité individuelle, il va pour les oppositions politiques. Il ne doit pas jeter sur le feu. Le député ruffin qui dit que Macron va finir comme Kennedy, il est irresponsable. Et c'est catastrophique, ce genre de message. Mais en même temps, les Gilets jaunes, moi qui les soutiens depuis le début, je leur dis, appel à la responsabilité. Essayez de ne pas vous confondre. Détachez-vous à un moment donné. C'est important quand même de faire la part des choses et d'aider les forces de l'ordre à faire preuve de discernement. Parce que c'est très compliqué pour eux, très très compliqué. David Labarce, un mot des syndicats. On a appris que Vigipolis appelait à une grève illimitée à partir de samedi. Vous allez me répondre que c'est interdit évidemment de faire grève dans votre profession. C'est interdit, ça c'est la règle, mais c'est surtout totalement irresponsable de lancer ce genre d'appel alors que l'heure est à l'union au sein des rangs des forces de l'ordre et qu'il va falloir faire face à des événements difficiles. Là, c'est totalement hors jeu. Yves Lefebvre, en revanche, SGP Police, gros syndicat de policiers, lui appelle les policiers à faire valoir leur droit de retrait. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire non plus. Le droit de retrait, pour un policier, ça n'existe pas. Alors après, dans l'état d'esprit, on revient sur les moyens matériels. Yves Lefebvre, il met la pression sur le gouvernement, c'est son habitude et c'est sa façon de faire. Mais ça n'est pas non plus comme ça qu'il faut procéder. Les Français ont besoin d'une police qui fasse front samedi. Ça va être très difficile, on va manquer de moyens, on va sans doute en avoir au dernier moment parce qu'on va quand même aller chercher dans les stocks. Mais ça n'est pas le moment non plus d'inciter les policiers, je crois qu'ils ne suivront pas ce type de mouvement, à exercer un droit de retrait, d'ailleurs qu'ils n'ont pas, ils s'exposeraient à des poursuites. Et puis j'ai envie de vous dire, au-delà de la règle, il faut qu'on serre les rangs et il sera temps de discuter plus tard du chantier de la sécurité publique en France, voire de la sécurité intérieure. Il y a un temps pour tout. On a l'impression d'être à la veille d'une guerre, une nouvelle guerre civile qui va se dérouler samedi. C'est votre sentiment aussi? Écoutez, les policiers, ils sont parfaitement conscients qu'ils vont être en situation d'extrême violence et qu'il va falloir tenir bon. Il va falloir avoir du sang-froid, il va falloir avoir l'esprit clair et ils vont subir des assauts sans doute très, très compliqués. Tout le monde est conscient que s'il y a un drame, parce que c'est ça qui a réglé les règles du maintien de l'ordre pendant 30 ans, ça a été la jurisprudence Malik Oussekine avec un drame terrible, ça a changé la physionomie du maintien de l'ordre en France. Fort heureusement, pendant 30 ans, le bilan était positif. Là, on change de modèle, on change de monde. Tout le monde a changé de monde et tout le monde a dans ce nouveau monde. Mais la police nationale, elle est sur l'ancien monde aussi avec les anciens moyens. Et on est face à une nouvelle forme d'insurrection ou de mouvement insurrectionnel pour pas encore définir ça comme une insurrection. Il y a quand même des raisons de s'inquiéter. Moi, je suis extrêmement inquiet pour samedi prochain, extrêmement inquiet, et sans même aller jusqu'à envisager le pire, qui serait l'usage d'armes à feu chez les manifestants et ou parmi les forces de l'ordre samedi prochain, sans même aller jusque-là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, et je parle sous votre contrôle monsieur, mais on a le sentiment que samedi dernier, on est passé à un cheveu d'un drame à un cheveu. Certains des CRS se sont fait, vous le rappelez, bombarder par des boulons. Et à l'inverse, on a des manifestants, parmi eux des journalistes, qui ont été blessés, pour certains assez grièvement, par des tirs de flashball. Donc on a le sentiment qu'on est vraiment passé à un cheveu d'un drame. Moi, dès samedi dernier, j'ai dit que la responsabilité du gouvernement était engagée et que devant de telles scènes, à un moment donné, la question n'était plus une question politique, c'était une question du maintien de l'ordre. Dès samedi, j'ai dit qu'il fallait céder quelque chose. Édouard Philippe l'a fait. Édouard Philippe l'a fait mardi dernier, ils ont cédé quelque chose d'important, le moratoire sur les taxes, et il faut le dire, que c'est ce que demandait une partie des acteurs politiques. Et ce sont les mêmes qui samedi dernier disaient sur ce plateau-là qu'il fallait un moratoire, qui dès que le moratoire a été annoncé disaient c'est du pipeau, il faut l'action, pas de moratoire. Il faut maintenant la suppression des taxes. Et si la suppression des taxes était annoncée, les mêmes nous diraient oui mais en fait c'est pas de ça qu'il s'agit, il faut encore autre chose. Donc à un moment donné, le gouvernement a pris ses responsabilités. Je crois qu'il faut maintenant que les responsables politiques... Mais samedi prochain, il y aura sans doute une mobilisation à Paris. Et c'est normal qu'elle ait lieu. Il faut qu'elle ait lieu dans le calme. Il faut appeler les Gilets jaunes à ne pas aller sur les Champs-Élysées. Il faut que ce soit une mobilisation mobile. Idéalement, il faudrait qu'elle soit encadrée par un service d'ordre. On rappelle que samedi dernier, il y a une mobilisation, une manifestation qui s'est très bien passée, place de la République, encadrée par la CGT, avec le service d'ordre de la CGT. Il faut appeler tout le monde à la responsabilité. Il faut que les gens manifestent parce qu'il y a une colère sociale qui doit s'exprimer, mais elle doit s'exprimer dans le calme et par pitié qu'il n'y ait pas de drame samedi. Guillaume Durand. Dans l'histoire sociale, justement, qu'évoquait Clément, il y a toujours cette idée que la lutte pouvait payer contre un pouvoir qui ne voulait pas céder sur des revendications. C'est l'histoire sociale du 19e et du 20e siècle. Là, le problème, c'est que c'est installé chez certains gilets jaunes, non pas l'idée que la lutte pouvait payer, mais c'est que la violence pouvait payer. Et donc, effectivement, on est dans un système qui devient complètement dingue, parce qu'à partir du moment où, par exemple, imaginons même qu'ils cèdent sur l'ISF, qu'est-ce qui garantit qu'ils vont arrêter? On ne sait pas ce qu'ils veulent exactement, puisque plus on avance
un certain nombre d'éléments concrets, en tout cas le gouvernement ou des pistes. Donc moratoire, c'est pas suffisant, gaz, électricité, c'est pas suffisant. Maintenant, on annonce une réflexion sur l'IFI qui pourrait déboucher à une réflexion sur l'ISF. D'ailleurs, c'est flou parce qu'on ne sait pas si le président de la République est d'accord ou n'est pas d'accord. Là aussi, il a recadré Marine Schiappa quand même. voilà, là aussi, c'est quand même assez curieux de ce point de vue-là. Mais on ne sait même pas si ceux qui vont arriver dans la rue samedi, même si on leur concédait ça, on ne sait même pas si c'est ce qu'ils veulent et exactement ce qu'ils veulent. Et quand on dit à l'Assemblée ou qu'on entend céder ou partez, alors évidemment, il y a quelque chose qui s'adresse au président de la République. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein. Mais il y a Puisque quand même vous quelque partez, chose- parce qu'il estime que le Premier ministre est déjà parti. Ouais. Voilà, mais il y a quand même derrière tout ça quelque chose de, j'allais dire, de la limite du pas démocratique. Ce qui est quand même surprenant, c'est que dans ce climat, on est encore 7 Français sur 10 qui soutiennent le mouvement. 72. C'est l'acquis, 72. C'est l'acquis principal des Gilets jaunes. Il est clair que, moi, ça me surprend que les appels à la responsabilité, que l'analyse des situations, que la situation des forces de l'ordre n'entament pas ce soutien et que les Gilets jaunes ne sentent pas que l'heure du dialogue est peut-être venue. Je suis surpris. Je pense que la bataille de l'opinion dans cette affaire est inévitable, elle est essentielle de toute façon. C'est samedi que les choses vont se jouer, mais Clément a raison, enfin il vaudrait quand même mieux qu'il n'y ait pas de drame samedi. Karim, après Guillaume. Il s'est planté de bout en bout quand même. Depuis le départ, il disqualifie le mouvement. Il a tout tenté pour disqualifier le mouvement les premières semaines. Circuler, il n'y a rien à voir. Je garde le cap. Et il a fallu qu'il y ait des violences. Guillaume Durand dit qu'effectivement, il donne le sentiment de céder sous la violence, le gouvernement. C'est là où je trouve que sa posture est catastrophique. Sa posture est catastrophique. Parce qu'il donne le sentiment de céder sous la violence. Il y a 3 semaines, quand il n'y avait pas de violence, il y a 3 semaines, quand tout le monde attendait des signaux, mais il n'y en avait pas, il n'y en avait aucun. C'était l'arrogance, c'était le mépris. Et il a fallu qu'il y ait cette casse, que nous soyons tous inquiets pour qu'ils arrivent complètement affolés, déboussolés. Donc, alors du coup, ils n'ont plus de cap, donc ils sont prêts à faire un virage à 360 degrés dans leur discussion de 6 mois, à rediscuter de tout, de leur politique fiscale, de tout. En fait, je veux dire, c'est fou. Ils se sont plantés complètement. Mais il y a quelque chose Pas qui est quand inverser même- la donne, quoi. Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose qui est quand même du domaine du désarroi. On ne peut pas dire que ce gouvernement, depuis maintenant 18 ou 20 mois, n'a rien fait. Non, mais c'est là où ça de la tient. crise actuelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on comprend le désarroi de ce point de vue-là. Réforme des universités, ça a été fait. Réforme de la SNCF, ça a été fait. Investissement privé en France, on atteint des records comme ça n'a jamais été le cas. Le pouvoir d'achat, ça a été amélioré. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont dans une situation. Amélioré. D'accord. Non, mais On a donné c'est du peut-être. délai, on vous a repris de l'autre. D'accord, ok, c'est contestable. Mais si vous voulez, oui, il faut comprendre que dans un moment qui est le moment que nous sommes en train de vivre, tout d'un coup, passer à la poubelle tout ce qui a été fait pendant 11 mois, parce qu'il y a des violents qui sont sur le terrain du côté des Champs-Élysées, qu'on ne sait pas comment les contrer, c'est un problème qui est extrêmement problématique pour un gouvernement qui est de toute façon face à une opposition qui depuis le début a une attitude, les 4 oppositions, qui est d'une ambiguïté totale. Allez, on s'interrompt un instant, c'est l'heure du journal, on fait le point sur la situation sur le terrain avec Patrice Boisvert. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Le gouvernement toujours face à la crise des Gilets jaunes. Nouvelle journée cruciale pour l'exécutif. Yohann Usaï, bonsoir. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour CNews. Après la série de mesures annoncées hier par Édouard Philippe, le Premier ministre a défendu son plan de sortie de crise et ça s'est passé devant les députés. Oui, Édouard Philippe qui a tenté de démontrer qu'il n'avait pas reculé face aux Gilets jaunes. Édouard Philippe qui a également joué la fermeté en redisant que le cap du gouvernement était bien le bon et donc qu'il ne changerait pas. Mais Édouard Philippe a aussi montré qu'il y a des portes qui sont ouvertes lorsqu'il évoque par exemple la prime du pouvoir d'achat imaginée par Xavier Bertrand. Porte ouverte également lorsque le Premier ministre redit que la hausse des taxes sur les carburants ne verra peut-être jamais le jour si aucun accord n'est trouvé lors de la grande concertation qui aura lieu dans les 3 prochains mois. Position difficile donc pour Édouard Philippe, obligé de jouer les équilibristes. Le Premier ministre impassible lorsqu'il écoute l'opposition lui répondre, et notamment l'opposition de droite. Votre marque de fabrique, c'est le mépris, lui a dit Christian Jacob au nom du groupe Les Républicains. Les Républicains qui estiment qu'Édouard Philippe est devenu un fusible institutionnel, qui parle d'une majorité à bout de souffle, mais le vrai responsable, il est à l'Élysée. Voilà ce que disent aujourd'hui la plupart des responsables de l'opposition.
Merci Yohann Usaï en direct de l'Assemblée nationale pour CNews. Emmanuel Macron demande aux forces politiques, syndicales et au patronat de lancer un appel clair et explicite, je cite au calme, déclaration de Benjamin Griveaux aujourd'hui au sortir du Conseil des ministres. Le moment que nous vivons n'est plus à l'opposition politique mais bien à la République, précise le porte-parole du gouvernement. Sur le terrain, eh bien, les opérations continuent encore et toujours, c'est notamment le cas à Langon, ça se trouve en Gironde. Les Gilets jaunes ont de nouveau bloqué une plateforme logistique et vous allez voir que la situation a totalement dégénéré. Un camion a foncé sur la foule. Les précisions d'Adrien Denis. Le soleil ne s'est pas encore tout à fait levé, mais la relève est déjà là, avec le ravitaillement. Les jus d'orange, les petites cuillères, les sticks. Café, croissant, quelques fruits, de quoi tenir toute la journée. Ah mais il faut s'organiser pour rester longtemps, parce qu'on n'est pas prêt à partir. Hein. Ouais, non, c'est pas les 3 cacahuètes qu'il nous a donné que ça va faire affaire. Voilà, allez, on travaille un peu. Ici, les annonces du Premier ministre n'ont visiblement pas calmé ces gilets jaunes. Depuis 3 semaines, jour et nuit, ils campent sur ce rond-point, à 2 pas du péage. Ce matin, les opérations barrage filtrant ont repris. On les arrête 10 minutes, un quart d'heure, voilà. On prend un café, un petit croissant et on les relâche. L'ambiance est bonne enfant, mais un peu plus loin, aux abords de la plateforme logistique d'un grand distributeur, c'est l'altercation. Jusqu'à qu'un acharné, là, nous a foncé dessus avec son camion. Voilà. Il a accéléré. Voilà. Et on a juste eu le temps de se sortir. Des gilets jaunes sont légèrement blessés. À Langon, la tension monte, mais les manifestants ne désarment pas. Je suis là depuis le 17, je viens tous les jours. Et je continuerai à venir tant qu'on n'aura pas gain de cause, tant qu'ils n'auront... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris. En attendant, sur les téléphones, on se passe le mot. Il faut se mobiliser pour la prochaine grosse journée, samedi. Les lycéens sont-ils portés par le mouvement des Gilets jaunes? Seule certitude, des dizaines d'établissements sont restés perturbés ou bloqués aujourd'hui. Regardez ces images qui témoignent de la violence. Ça s'est passé aujourd'hui à Marseille. Images amateurs. Plusieurs manifestants ont été interpellés. Cela au 3e jour de cette mobilisation contre la réforme du gouvernement dans l'éducation. 2 lycéens ont été grièvement blessés. Valérie Akna. À Orléans, Saint-Ouen, Toulouse, Lyon et dans plusieurs autres villes, des lycéens manifestent leur colère en brûlant ce qu'ils trouvent sur leur passage. Mobilier urbain, voitures et même leur propre établissement. Notre lycée est en train de brûler. Certains arborent un gilet jaune, symbole à leurs yeux de l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, et n'hésitent pas à avoir recours à la violence pour exprimer leur mécontentement. Il y a des violences qui ont lieu, nous c'est un appel au calme qu'on porte, mais on peut hurler et appeler au calme autant que l'on veut, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui peut apaiser les tensions, c'est Emmanuel Macron. Dans le Loiret et dans le Val d'Oise, 2 lycéens ont été gravement blessés par des tirs de flashball. Les policiers auraient riposté à des tirs de mortier. Malgré tout, les syndicats étudiants ont appelé à maintenir la pression et à poursuivre les blocages. Un appel à manifester à Paris ce vendredi a été lancé. Et les universités sont également rattrapées par la contestation à Paris. Les étudiants de Tolbiac et de Sancier-d'Aubenton ont voté blocage et une assemblée générale est également prévue demain à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Tous protestent contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Voilà pour l'essentiel. Vous retrouvez tout de suite Laurence Ferrari pour la suite de Punchline.